Dans mon jardin, nous allons suivre également un couple de mésanges bleus. Elle est là, dans le prunier, vive, agile, fugitive, à l'image de ces bulles de savon, légères, impalpables, insaisissables. Elle aussi garde son futur territoire. Nous retournons voir les rapaces où ils en sont. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venu depuis ma petite installation. Surprise! 4 œufs d'un poids de 21 grammes. Ils sont pondus tous les 2 jours ou 3 jours. Il peut y en avoir entre 3 et 7. Je vous présente la femelle. Elle se reconnaît à sa tête brune roussâtre, de la même couleur que le reste du corps. Et puis sa queue est barrée de rayures noires. C'est facile. Pour faire leur nid, la plupart des rapaces sont très exigeants. Mais le faucon cresserelle, lui, peut utiliser un vieux nid de pie ou de corneille, un trou dans un mur ou au sommet d'un pylône électrique, le dessous d'un pont ou un nichoir artificiel. Certains nichent même par terre, dans les dunes. Mais jamais ils ne construisent eux-mêmes leur nid. Et ils n'apportent même pas quelques brindilles pour le rendre plus confortable. Voici maintenant le mâle qui fait une visite rapide du logis. Je vous le montrerai plus longuement plus tard. Retrouvons la femelle que je vous ai présentée tout à l'heure. Perché, le faucon cresserelle paraît tout petit. Avec ses 35 cm de hauteur, c'est un poids-plume dans le monde des rapaces. La buse est 4 fois plus grosse que lui, tout comme son redoutable cousin, le faucon pèlerin. Pourtant, le petit cresserelle est un chasseur terrible. Chaque matin, avant de partir en chasse, il vérifie ses armes. Le plumage avant tout doit être impeccable. S'il est sale et en mauvais état, le vol sera moins souple et les attaques moins fulgurantes. Avec précaution, le faucon le lisse de son bec, en soignant particulièrement les longues plumes des ailes, les rémiges, et celles de la queue, les rectrices. Ce sont elles qui assurent la vitesse et l'adresse de son vol. Première arme, la vue. Le faucon peut repérer les mouvements d'un campagnol à plus de 100 mètres. Deuxième arme, le bec. Il permet de tuer d'un coup lorsque les serres ne suffisent pas. Troisième arme, les serres. 3 doigts devant et 1 derrière prennent en tenaille la victime qui est lacérée par une étreinte mortelle. Quatrième arme, le vol en Saint-Esprit, ou vol sur place, dont le cresserelle est le grand spécialiste. Ça y est, il est prêt pour la chasse. Il s'envole, puis s'immobilise dans le ciel en jouant avec le vent. Les plumes de la queue en éventail, il bat rapidement des ailes, sa tête reste parfaitement immobile, le regard fixé vers le sol. Tout en bas, à 30 mètres en dessous de lui, il repère le moindre frémissement de l'herbe. Sous le sol de cette prairie, les galeries de souris et campagnols sont nombreuses. Un véritable labyrinthe. Gare à celui qui s'aventurera hors de son trou. Là, quelque chose a bougé. C'est un petit rongeur. Un simple resserrement des ailes entraîne le faucon en chute libre, 15 mètres plus bas. La souris ne se doute de rien, elle continue de grignoter, confiante, croyant être cachée dans la forêt d'herbe qui l'entoure. Tout à coup, le faucon se laisse tomber en piqué comme une pierre, la tête en avant. Au dernier moment, il se retourne, écarte les ailes et saisit sa victime avec les serres. Un coup de bec et c'est fini. Certaines années, à la fin de l'été, les campagnols et souris pullulent. Il peut y en avoir 1000 par hectare, c'est-à-dire dans un carré de 100 mètres de côté. Retournons à Ploufragan, où Rita monte la garde. Chut. Tandis qu'à l'intérieur, la femelle faucon commence à couver ses œufs. Avril arrive. Maintenant, c'est le moment de faire le nid.
À elle seule, la femelle mésange bleu ramasse des provisions de mousse pour édifier les fondations. Ce nid est composé de mousse, d'herbes sèches, de racines. Les bords sont tapissés de crins d'animaux, de brins de laine, qui abriteront la ponte et lui assureront une bonne isolation thermique. Sous la garde du dragon du zoopole, notre femelle décide de sortir un peu pour se dégourdir. Le caméscope va nous montrer ce qui se passe à l'intérieur du trou. Un 5e œuf vient d'être pondu. La femelle commence souvent à couver avant d'avoir pondu tous ses œufs. C'est pour cela que tous les petits ne naissent pas le même jour. Enfin, je vous présente le mâle. Le mâle est plus coloré. Sa tête est d'un joli gris ardoisé. Sa queue, grise également, n'a qu'une seule grosse barre noire à l'extrémité. La femelle se charge de la quasi-totalité de l'incubation, le mâle se contentant de couvrir les œufs pendant que la femelle mange les proies qu'il lui apporte. Mais à peine partie, la revoilà de nouveau. Alors s'engage un long discours. Vous pouvez imaginer leur discussion. Mais pour moi, je pense que la femelle veut retourner couver ses œufs. Sans bagarre, le mâle laisse sa place et va au ravitaillement, car c'est à lui de trouver à manger. Pour la femelle, les longues heures de couvaison ne sont coupées que pour la rotation périodique des œufs. Elle s'y prend avec son bec, en leur imprimant un mouvement qui fait tourner les œufs et modifie leur position dans le nid. Je n'ai pas pu filmer le premier œuf qui a été pondu un jour avant. Regardez bien ces petits œufs. Un bel exploit pour un oiseau qui ne pèse guère plus qu'une pièce d'1 €, soit 10 ou 12 grammes. Les œufs sont blancs et piquetés de points rougeâtres qui forment souvent une couronne près du pôle arrondi. Et maintenant, la femelle va ajouter un œuf à sa couvée chaque matin et se couche chaque soir avec le prochain œuf déjà formé. Au total, il y en a 9. L'incubation dure 13 à 14 jours.